Bonjour à tous. J'ai eu des problèmes personnels à résoudre au mois d'octobre qui m'ont empêché de publier plus tôt ma vidéo numéro 38. Je m'efforce de maintenir une fréquence mensuelle de publication, mais je réfléchis également à un futur format incluant d'autres intervenants qui sont sur une ligne d'action parallèle à la mienne et qui serait sous la forme d'entretien d'une durée de 30 à 45 minutes. Cela dit, il va falloir que j'établisse une liste de ces intervenants et planifier leur participation. En ce qui concerne l'actualité, elle est assez riche en ce moment et je voudrais en premier souligner la soumission psychologique des Français qui a émergé clairement à la faveur de la campagne électorale de la présidentielle états-unienne et de ses résultats. L'excitation des commentateurs politiques de tous les camps a semblé à son paroxysme. Jamais la France n'avait semblé si soumise à la domination américaine, puisque même les souverainistes français semblent être béats devant Trump et son soutien et futur ministre Elon Musk. Il ne s'agit pas de dire ici qu'il est stupide de croire que peut-être un camp serait plus favorable à la cause française que l'autre, mais de souligner quelque chose de tout à fait stupéfiant dans ces soumissions mentales à l'ordre américain. Les médias et la plupart des chefs des divers partis politiques s'intéressent tant à l'élection d'un pays situé à 5000 km, alors que nous savons à peine lorsqu'il y a une élection chez nos voisins directs de l'Espagne à la Belgique. Emmanuel Todd avait récemment ironisé sur cet aspect de notre soumission aux États-Unis, rien qu'à la place qu'il leur est donnée dans l'espace informatif des Européens. Lorsque je suivais des cours à l'école d'administration des affaires de l'université Western Ontario en 1976, je me souviens des discussions passionnées des étudiants suivant l'annonce des résultats de la présidentielle aux États-Unis. Mais on était au Canada, dans la province anglophone de l'Ontario, au milieu des futurs dirigeants d'entreprises qui savaient pertinemment que les États-Unis étaient et sont toujours le plus grand partenaire commercial du Canada et que le résultat de la présidentielle états-unienne pouvait les affecter directement. Leur intérêt était donc compréhensible. 48 ans plus tard, le fait que de tels débats et discussions se soient transposés en Europe prouve bien l'extrême degré d'occupation mentale que les États-Unis ont conquis sur les esprits européens et français en particulier. Comme je l'ai montré dans certaines de mes vidéos précédentes, il y a une corrélation nette entre ce que l'on pourrait appeler l'anglicisation des sociétés du continent européen et leur degré d'intérêt pour les affaires états-uniennes. Nous avons déjà vu que parmi tous les décideurs politiques, tous les capitaines d'industrie et tous ceux qui essayent de façonner l'opinion publique, ceux qui choisissent de s'exprimer publiquement en anglais en lieu et place de leur propre langue nationale, sont immanquablement des collaborateurs zélés des États-Unis et qu'ils constituent des relais de leur influence à l'étranger, au mépris des volontés des populations qu'ils sont censés représenter dans le cas des députés ou des chefs d'État. La deuxième nouvelle concerne le président d'Ukraine Zelensky, dont l'anglais nouvellement acquis aurait suffisamment de lacunes au point de créer des incompréhensions au niveau de la communication avec le gouvernement états-unien. Les pourparlers entre l'Ukraine et les États-Unis souffrent des barrières linguistiques. C'est le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung qui a fait ces révélations. L'article explique qu'une barrière linguistique aurait posé problème lors des pourparlers entre l'Ukraine et les États-Unis. Volodymyr Zelensky, dont le mandat présidentiel a expiré en mai 2024, et son chef de cabinet Andriy Yermak s'expriment souvent en anglais lors des négociations sans laisser le temps pour une traduction. Cependant, le niveau d'anglais de Zelensky est moyen et celui de Yermak est très faible, ce qui laisse souvent les Américains incertains quant à leur compréhension réelle.
La troisième nouvelle est une pétition lancée par Alexandra Matvichuk, une ultranationaliste ukrainienne qui fut lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Cette pétition regroupe les signatures d'un certain nombre d'intellectuels ukrainiens qui appellent de leur vœu à l'éradication de la langue et de la culture russe. En 2 semaines, elle n'avait malheureusement accumulé que 60 signatures. Accessoirement, Madame Matvichuk prônait ouvertement l'élargissement du conflit avec la Russie pour la défense de l'identité ukrainienne. Totalement sûre d'elle-même, elle affirmait que la langue russe, la littérature russe, la musique et le cinéma russe avaient une influence néfaste et destructrice sur le reste du monde. Dans mes vidéos précédentes, j'ai fait quelquefois état de cette obsession offensive visant la langue russe, mais jamais encore à ce point. Comment des fous furieux pareils ont-ils encore droit de citer ? Nous savons cependant que le prix Nobel de la paix est une caisse de résonance pour la dissidence anti-russe et au contraire qu'elle encense des criminels de guerre quand ils suivent les directives de l'État profond états-unien. La quatrième nouvelle se focalise sur la Géorgie. Il y a eu tout d'abord un projet de loi pour que les ONG étrangères présentes dans le pays se déclarent comme telles quand elles reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger. Ce projet a été adopté en mai dernier par le Parlement géorgien. Il faut savoir qu'il n'y a pas moins de 30 000 organisations non gouvernementales opérant dans ce pays. Le projet de loi a été violemment contesté par la rue sous la forme de manifestations au cours desquelles on a vu brandir par les manifestants des pancartes rédigées en anglais. Il y a eu ensuite, en octobre, les élections législatives qui ont entériné le parti au pouvoir du rêve géorgien, prônant la neutralité vis-à-vis de Moscou. Là encore, la réaction de l'opposition s'est manifestée dans la rue, où on n'avait jamais vu autant de pancartes rédigées en anglais dans un pays où la deuxième langue est pourtant clairement le russe. Inutile donc de se poser beaucoup de questions sur le financement de l'opposition. Ce qui est curieux, c'est que les États-Unis ne cherchent même pas à opérer incognito et qu'ils laissent partout où ils passent la signature de leur langue qui permet immédiatement au dernier des imbéciles malvoyants de déterminer d'où viennent les mouvements d'opposition dans les pays culturellement proches de la Russie. L'action des Américains est comme celle des limaces qui laissent derrière elles une trace brillante, gluante et parfaitement identifiable. C'est le cas de la Géorgie et de l'Ukraine, mais on a la même chose avec la Chine dans le cas de Taïwan, dans l'île de Formose ou de Hong Kong. La cinquième nouvelle nous vient de Suisse. Berne impose l'anglais pour parler argent et blanchiment. Le secrétariat d'État aux questions financières internationales a annoncé que l'anglais sera utilisé pour les relations avec le GAFI, c'est-à-dire le groupe d'action financière, organisme de lutte contre le blanchiment d'argent installé à Paris. Le conseiller aux États, Carlo Sommarunga, a demandé au Conseil fédéral de garder les langues officielles suisses comme langue de travail avec les organisations internationales lorsque ces dernières les utilisent également, ce qui signifie avant tout le français, bien sûr. Berne, qui est située en Suisse allemande, est gagnée en effet par une frénésie anglolâtre galopante, ce qui explique en grande partie l'alignement de plus en plus évident de la Suisse avec les positions euro-atlantistes, otanesques et wokistes, alors que ce pays, il n'y a pas si longtemps encore, était farouchement souverainiste et affichait une totale neutralité en politique internationale. La sixième nouvelle concerne la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne sera distancée et moins riche que la Pologne à la fin de cette décennie. Pays le plus fortuné d'Europe pendant un siècle, la trajectoire de la Grande-Bretagne est sur une pente descendante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Hormis un bref redressement au cours des années 80, au début de l'ère Tony Blair, où son économie s'est montrée capable de converger avec celle des États-Unis, de l'Allemagne et de la France, c'est des décennies de stagnation qu'a subi l'économie britannique. C'est ce que révèle Foundations, un ouvrage intéressant et bien documenté de Ben Southwood, Samuel Hughes et Sam Bowman, qui révèle que les coûts énergétiques assumés par les industries de ce pays ont triplé en 20 ans, donc bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet essai démontre que la productivité par heure de travail y est de l'ordre de 15 à 18% moins élevée qu'en France et qu'en Allemagne, et que ce fossé ne cesse de s'aggraver. La production d'électricité y atteint péniblement les 2/3 de ce que génère la France, et est, selon les auteurs, bien plus comparable proportionnellement aux productions électriques de nations comme l'Afrique du Sud et le Brésil qu'à ses collègues du G7. En fait, c'est des régions entières du pays qui basculent dans la pauvreté et dans le délabrement, peuplées de travailleurs dont le salaire médian est de 7% plus bas qu'en 2008. Quand ils comparent la France avec la Grande-Bretagne, les auteurs sont parvenus à la conclusion qu'elle bénéficie de 37 millions de domiciles en comparaison de 30 millions à disposition des Britanniques, qui sont pourtant un peu plus nombreux. Les résidences françaises seraient en outre plus neuves et nettement mieux concentrées au sein de territoires agréables, prospères, où il fait bon vivre. Les auteurs citent un exemple choquant, celui de l'agglomération londonienne n'ayant connu quasiment aucune croissance depuis 1945, tandis que l'espace géographique autour de Paris a triplé durant la même période. C'est 3,4 millions de familles françaises qui disposeraient de résidences secondaires contre 800 000 seulement pour les Britanniques. La France bénéficie de 29 réseaux de trams contre 7 en Grande-Bretagne et de 6 métros souterrains contre 3. La France, depuis 1980, a construit 1740 km de rails, de trains à grande vitesse, contre seulement 111 pour le Royaume-Uni, et 12 000 km d'autoroutes contre 4 000. C'est simple. Selon les auteurs, la France aurait créé ces 25 dernières années autant de kilomètres d'autoroutes que la totalité du réseau britannique. L'article mentionne aussi la cherté des domiciles et des propriétés au sein de régions prospères de Grande-Bretagne qui opèrent une sélection impitoyable qui ne profite plus qu'aux très riches ou aux diplômés des écoles et universités les plus prestigieuses. Comme il n'y a plus qu'eux qui peuvent se permettre d'habiter les villes prospères du Royaume-Uni, c'est des pans entiers du pays qui se transforment en déserts sociaux et économiques. Et c'est évidemment l'économie de l'ensemble du pays qui en pâtit. Qu'est devenu ce pays prestigieux qui disposait jadis du meilleur réseau de transport d'Europe, qui avait construit au XVIIIe siècle près de 36 000 km de routes à péage et 6 500 km de canaux, qui avait édifié au XIXe siècle un réseau ferroviaire impressionnant, dont il ne reste plus que la moitié aujourd'hui, qui avait inauguré, dès les années 1860, la première ligne de métro souterrain au monde, qui avait équipé 90 de ces villes en lignes de tram. Quasiment toutes ont été démantelées aujourd'hui. Autant d'atouts ayant largement favorisé et stimulé son essor économique faramineux qui avait accessoirement fait de Londres l'incontestable capitale économique du monde. Les Britanniques sont laminés de nos jours par les coûts de conception, de construction, de modernisation et de rénovation, certainement les plus chers d'Europe. Les auteurs de l'article comparent le prix au mille de construction du métro, qui a été de 68 millions de livres à Madrid, contre 1,4 milliard pour la Elizabeth Line, ou Crossrail, qui dessert Londres et sa grande banlieue. L'expansion urbaine, l'amélioration de la qualité de vie et la croissance vont forcément de pair avec la mobilité et l'électrification,
autorisant par exemple la France à être en mesure d'équiper de trams toutes ces villes de 150 000 habitants ou plus, car ces coûts sont 2,5 fois inférieurs à ceux de la Grande-Bretagne, dont le niveau d'électrification est comparable à celui des Indes. À titre de comparaison, la ville de Leeds et ses 800 000 habitants ne disposent pas de métro. Ce même pays, qui disposait en 1965 d'autant de centrales nucléaires que les États-Unis, que la Russie additionnée à tous les autres au monde, n'en a plus construit aucune depuis 30 ans et n'en tire plus que 13% de sa consommation, contre 70% pour la France. De superpuissance énergétique, la Grande-Bretagne est devenue un nain, et cela se reflète de nos jours, selon les auteurs, par la taille de ses citoyens qui étaient au début du XIXe siècle 5 cm plus grands que les Français, car ils mangeaient 600 calories de plus. C'est 10 ans qui s'écoulent de la conception d'un projet d'infrastructure à sa mise en service au Royaume-Uni. En France, c'est 3 ans. Le projet de tunnel connectant le Kent à l'Essex, Lower Thames Crossing, a nécessité un rapport de 360 000 pages, ayant coûté 300 millions de livres, et il n'est pas encore réalisé. Le projet Sizewell C, de construction d'une centrale nucléaire utilisant la technologie EPR, a nécessité un rapport environnemental de plus de 44 000 pages, et n'a pas encore vu le jour. Selon Ben Southwood, Samuel Hughes et Sam Bauman, la Grande-Bretagne est la nation développée qui manque le plus d'énergie au monde. Qu'est-ce que cela a à voir avec la sociolinguistique et l'anglomanie ? Il est clair que la Grande-Bretagne est en déclin accéléré, comme d'ailleurs la plus grande partie du monde anglo-saxon. Pourtant, l'inertie des perceptions, la propagande pro-anglo-saxonne omniprésente dans tout le monde occidental et le fait que globalement les gens sont mal informés font que beaucoup de jeunes Européens se bousculent encore au portillon des universités britanniques comme si elles ne pouvaient pas refléter le déclin global de la société dont elles font partie. En plein aveuglement de ce que le monde anglophone est encore capable de produire, les jeunes Européens et une partie du monde sont toujours prêts à dépenser des fortunes pour apprendre l'anglais et intégrer une université britannique. La 7e nouvelle concerne une université chinoise à orientation scientifique très cotée qui a supprimé les tests d'anglais depuis septembre. L'université chinoise Jiaotong de Xi'an a décidé de supprimer les tests d'anglais pour l'admission de nouveaux étudiants ainsi que pour l'obtention des diplômes. Cette prestigieuse université à caractère scientifique, poids lourd de la recherche publique, fondée en 1896 et accueillant près de 60 000 étudiants, est donc le premier établissement universitaire chinois de grande envergure à prendre cette mesure, qui avait déjà été prise au cours des quelques dernières années par de nombreux établissements de moindre importance. Loin d'être isolée, cette décision d'éliminer les épreuves d'anglais s'inscrit dans le cadre d'un vaste mouvement international de remise en cause de la présence de la langue anglaise, porté notamment par des puissances émergentes, membres des BRICS, soucieuses de défendre au mieux leurs intérêts économiques et géopolitiques, en contrant l'influence anglo-saxonne à travers une politique de dédollarisation et de désanglicisation. Le vaste monde francophone devrait donc s'en inspirer, d'autant plus que la langue française, porteur de valeurs humanistes, est plus favorable au développement économique et social, comme le démontre l'Afrique francophone ou encore le Québec. En Chine, en Russie, au Québec et même aux Pays-Bas, les politiques d'effacement de l'anglais se multiplient. Ces initiatives de suppression de l'anglais en Chine sont clairement encouragées par les autorités politiques du pays, qui ont parfaitement compris que la promotion de la langue anglaise était contraire aux intérêts supérieurs nationaux, en ne faisant que contribuer au renforcement de l'hégémonie anglo-saxonne, et en particulier américaine. La langue étant un important vecteur d'influence culturelle, économique et in fine géopolitique. Ainsi, de nombreux responsables et élus demandent régulièrement la suppression de l'anglais
comme l'une des matières principales pour les écoles primaires et secondaires, tout en insistant sur l'inutilité de la généralisation de la langue anglaise, comme ce fut encore le cas début 2023, lorsqu'un député avait déclaré que la maîtrise de l'anglais avait peu de valeur pratique pour de nombreuses personnes. En 2023, l'organisme EF Éducation, qui est une référence en la matière et dans lequel la Chine n'occupe que la 82e place mondiale en matière de connaissance de l'anglais, une position qui la met à peu près au même niveau que le Japon, qui occupe le 85e rang. Et lui aussi, grande puissance économique et exportatrice, mais très loin derrière les pays européens fortement anglicisés, comme l'Allemagne, qui occupe la 10e place, et la France, qui occupe la 43e place. Et même derrière les pays du Maghreb, comme la Tunisie, premier pays du monde arabe, qui occupe la 63e place en matière de connaissance de l'anglais. De plus en plus nombreuses, les diverses initiatives locales de désanglicisation en Chine s'ajoutent à des mesures prises au niveau national et visant à réduire l'influence culturelle anglo-saxonne, comme celle instaurant des quotas sur les films étrangers. En effet, la Chine n'autorise désormais qu'un nombre limité de longs métrages étrangers, tout en permettant un accès sans restriction aux films produits en collaboration avec des sociétés chinoises. Une mesure audacieuse qui a permis l'émergence d'une puissante industrie cinématographique nationale au cours de la dernière décennie et dont le monde francophone devrait collectivement s'inspirer. En ce qui concerne la Russie, je reprends directement le texte d'une dépêche publiée par le CERMF, le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. La Russie, puissance également membre des BRICS, n'est pas restée à l'écart de ce mouvement en prenant récemment un certain nombre de mesures visant à effacer l'anglais de l'espace public, sous l'impulsion des plus hautes autorités du pays, comme le président de la Douma, qui est l'Assemblée nationale russe, qui a déclaré en mai 2023 « L'anglais est une langue morte, c'est du passé ». Ainsi, une nouvelle loi est entrée en vigueur en mars 2023 pour interdire l'utilisation de mots en langues étrangères dans les médias, l'administration, la culture et le politique, à l'exception de ceux n'ayant pas encore d'équivalent en langue russe. Une interdiction avec effet rétroactif puisque tous les documents déjà émis par les organismes œuvrant dans ces secteurs devront être mis à jour au plus tard d'ici au 1er janvier 2025. Autre exemple, l'anglais est désormais interdit dans les nouvelles stations de métro de la ville de Moscou, plus grande ville d'Europe avec son agglomération d'au moins 13 millions d'habitants, et ses nombreux touristes étrangers. Une interdiction que l'on peut notamment constater dans la toute nouvelle station Potapovo, ouverte au public le 5 septembre dernier, et où l'anglais est totalement absent de l'affichage. Par ailleurs, cette suppression concerne également tout nouvel affichage dans les stations de métro déjà existantes. Comme en Chine, ce vaste mouvement commence également à concerner les milieux universitaires et notamment le prestigieux Institut de physique et de technologie de Moscou qui envisage de rendre obligatoire l'apprentissage du chinois en rappelant notamment que 27% des articles scientifiques publiés par cet établissement le sont déjà dans cette langue, ou plus exactement en mandarin. Ces diverses mesures prises en Chine, en Russie ou encore aux Indes, où certaines universités ont récemment commencé à remplacer l'anglais par une langue locale, et en particulier le hindi, parlé à lui seul par quelques centaines de millions de personnes, concerne également quelques pays et territoires occidentaux comme le Québec et plus étonnamment les très anglophiles Pays-Bas. En effet, le Québec a récemment voté une loi entrée en vigueur en juin 2022 et rendant obligatoire l'utilisation et la prépondérance du français dans l'espace public et au sein des entreprises de ce vaste territoire, grand comme près de 3 fois la France. Ainsi, et en vertu de cette loi dénommée « Loi sur la langue officielle et commune du Québec », le français,
et plus communément appelée loi 96, la langue française devient notamment obligatoire dans les communications internes au sein des entreprises et dans leur rapport avec l'administration publique et la clientèle, avec notamment la prédominance de la langue française dans tout affichage commercial. De même, cette loi supprime également l'anglais dans les relations entre l'administration et les immigrés, 6 mois après leur installation sur le territoire. En effet, les immigrés non francophones, qui constituent environ 1/3 du total des nouveaux arrivants, la priorité étant déjà donnée aux francophones, ces nouveaux arrivants avaient jusqu'à présent la possibilité de recevoir indéfiniment des services publics en langue anglaise. Enfin, cette loi instaure également un plafond pour le nombre d'étudiants étrangers pouvant être admis au premier cycle de l'enseignement supérieur au sein des 2 universités anglophones publiques du Québec. À l'origine, construite pour la minorité anglophone de la province, de sorte que ces établissements ne pourront pas désormais recevoir davantage d'étudiants que ce qu'elles recevaient lors de la préparation de la loi 96. Soit actuellement 17% au maximum de l'ensemble des étudiants admis au Québec. Un taux qui baissera donc d'année en année compte tenu du développement continu des universités francophones de la province. Quant aux Pays-Bas, ce sont non moins de 14 universités qui ont annoncé en février dernier leur décision de remplacer partiellement ou totalement l'anglais par le néerlandais dans les cours destinés aux étudiants et de mettre ainsi un terme à la prolifération des filières en langue anglaise. Une décision historique encouragée également par les pouvoirs publics qui préparent d'ailleurs une loi visant à interdire aux établissements universitaires de dispenser en langue étrangère plus d'1/3 des cours en licence. Cette décision constitue ainsi un changement de cap spectaculaire de la part des responsables politiques et universitaires du pays, qui avaient auparavant grandement encouragé, et surtout depuis le Brexit, le développement de filières en anglais afin d'attirer un grand nombre d'étudiants étrangers, notamment ceux qui planifiaient de se rendre au Royaume-Uni, dans l'espoir qu'une partie non négligeable d'entre eux finissent par s'installer dans le pays à la fin de leurs études, de s'installer aux Pays-Bas, afin de combler le déficit en main-d'œuvre qualifiée. Cependant, les études ont démontré l'inefficacité et l'inutilité de cette politique d'anglicisation, puisqu'environ 85% des étudiants étrangers n'ayant pas le néerlandais pour langue maternelle, soit les étudiants non belges flamands, non surinamiens, c'est-à-dire qui ne viennent pas de Suriname, ou non africanaires d'Afrique du Sud, et quittaient les Pays-Bas au terme de leurs études, faute d'avoir eu besoin d'apprendre le néerlandais, et après avoir contribué à le marginaliser dans un certain nombre de quartiers des grandes villes hollandaises. Le monde francophone ne doit plus faire preuve de naïveté, la langue étant un important vecteur d'influence culturelle, économique et géopolitique. De plus en plus de pays commencent donc à comprendre que la défense de leurs intérêts supérieurs ne peut se faire en contribuant involontairement ou volontairement au maintien et au renforcement de l'hégémonie culturelle anglo-saxonne et en particulier américaine à travers la généralisation de l'usage de la langue anglaise. L'article du CERMF va jusqu'à considérer que l'anglais est un frein au développement et établit une comparaison entre les Indes et la Chine. En effet, et alors que ces 2 pays frontaliers ont aujourd'hui le même niveau de population, c'est-à-dire environ 1,4 milliard d'habitants chacun, la Chine est devenue une grande puissance économique mondiale, tandis que l'Inde anglophone est toujours un pays globalement assez pauvre, avec un produit industriel brut nominal 5 fois inférieur à celui de la Chine. 3 550 milliards de dollars en 2023 contre 17 795 milliards selon la Banque mondiale. En d'autres termes, il faut non moins de 5 Indiens anglophones pour obtenir le poids économique d'un seul et unique Chinois. Là, on
On peut ne pas être d'accord, car les Indes sont très loin d'être totalement anglophones, avec 2% de locuteurs et 4% pour les estimations les plus optimistes, comme je l'ai mentionné dans mes premières vidéos. Cependant, le constat du CERMF peut s'appliquer dans une certaine mesure au contexte africain, où la partie francophone est globalement la partie la plus dynamique économiquement et dont la langue française véhicule des conceptions des relations humaines et un certain nombre de valeurs qui la distinguent de la langue anglaise. À titre d'exemple, le français est globalement synonyme de recul des inégalités sociales, de la violence, du recul des extrémismes religieux et des communautarismes, ainsi que d'un plus grand respect de la diversité des opinions. Ainsi, force est de constater que seuls 2 pays francophones font partie des 20 pays les plus inégalitaires au monde, selon les dernières données disponibles auprès de la Banque mondiale et relatives à l'indice de Gini. Dans le même temps, 8 pays anglophones font partie de ces 20 pays les plus inégalitaires, de même que 6 pays hispanophones. Et sur le continent africain, seuls 2 pays francophones font partie des 10 pays les plus inégalitaires et se classent seulement à partir de la 9e place. Une réalité aux conséquences multiples, notamment sur les niveaux de violence et de criminalité, comme l'atteste le nombre d'homicides globalement plus élevé dans les pays anglophones. Je vous réfère à l'article du CERMF si vous voulez en savoir davantage. Au nom de leurs intérêts supérieurs, économiques et géopolitiques, régionaux ou internationaux, les pays du monde francophone devraient donc promouvoir davantage la langue qu'ils ont en partage, en s'inspirant de la Chine, de la Russie ou encore du Québec, et en s'appuyant sur leur émergence démographique et économique. Si l'apprentissage d'une langue étrangère internationale est toujours source d'enrichissement, bien sûr, cela ne doit en aucun cas se traduire pour les pays ayant déjà la chance d'avoir déjà une langue internationale par l'octroi d'une place trop importante à une autre langue et donc par une promotion disproportionnée de celle-ci, in fine certainement néfaste aux intérêts nationaux. La 8e et dernière nouvelle sur laquelle je terminerai concerne l'épreuve de français qui est supprimée d'un concours d'accès aux écoles d'ingénieurs en France. En effet, le concours intitulé Puissance Alpha donne accès à 19 écoles d'ingénieurs. Jusqu'à présent, le concours comportait une épreuve de français de 45 minutes évaluant la grammaire, la compréhension écrite et l'orthographe des candidats. Je relais ici un article écrit par le conseiller financier Charles Sana qui lui-même se base sur les déclarations d'un professeur d'université relayé par le quotidien français Le Figaro. En voici quelques passages. Je ne comprends pas qu'un système scolaire soit incapable d'apprendre cette règle à des enfants entre le CP et la terminale. C'est une école qui est complètement malade. En 2019, seuls 56,6% des 15-25 ans maîtrisaient en moyenne les règles de l'orthographe selon un baromètre du projet Voltaire. Vous avez publié un ouvrage, Les étudiants ne savent plus écrire, et votre constat semble sans appel. Quelles sont les principales raisons à ce déclin ? Il y a toujours eu des copies avec quelques fautes d'orthographe. Mais petit à petit, ces copies devenaient de plus en plus nombreuses, les fautes de plus en plus graves, de plus en plus fréquentes. Et il y a de multiples causes à cette baisse du niveau. Il y a moins d'heures de cours, il y a moins d'heures consacrées aux fondamentaux, les professeurs ne sont pas suffisamment bien rémunérés, ils sont également mal formés, les écrans, la numérisation de l'école, tous ces facteurs expliquent une baisse vertigineuse du niveau. Donc, ici, chaque mot entouré correspond à une faute. Il faut savoir aussi que beaucoup d'étudiants ont du mal à écrire l'intégralité de la dictée, ce qui n'était pas le cas, ceux qui écrivent CEX. La ponctuation qui n'est pas maîtrisée, on dicte un point, il n'est pas indiqué. Bien que la chose ait été enfouie, donc là on a le subjonctif du verbe avoir qui est transformé en EST, le A à accent, le participe passé qui n'est pas accordé. Les époux ont considéré à la terminaison EST. Donc on voit que
tout est mélangé. Ces étudiants ont eu leur bac et j'ai sélectionné des copies qui ne venaient pas d'étudiants avec des profils, un petit peu avec des scolarités atypiques. Ce sont des étudiants qui ont fait toute leur scolarité en France. Que cet article au féminin, ils ont beaucoup de difficultés féminin-masculin, n'est applicable qu'en cas de vol ou perte, donc quand QUAND au lieu de QU''EN. Ces étudiants, ils sont handicapés dans leurs apprentissages. Ils peinent à mémoriser, ils peinent à comprendre parfois parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire. Et puis, ils vont peiner à écrire, à la fois du point de vue moteur. Ils ne tiennent pas correctement leur stylo, ils écrivent beaucoup trop lentement, ce qui donne des copies trop courtes, mal écrites, et donc des notes qui ne correspondent souvent pas du tout au travail qu'ils fournissent à la maison et à l'université. Vous dénoncez également le rapport professeur-élève qui aurait été dévalué. Le savoir ne serait plus descendant mais devrait être interactif, ce qui freinerait l'apprentissage. Quelle solution alors mettre en place ? C'est-à-dire qu'on perd tous beaucoup de temps. Le temps serait mieux occupé à faire des leçons, faire des exercices cohérents. Nous avons mis en place des cours d'orthographe où sont enseignées les leçons traditionnellement enseignées au primaire. Ces cours d'orthographe, malheureusement, ne durent que 10 heures par semestre. C'est très peu, mais c'est très utile. Parce que certains nous le disent, je savais qu'il y avait une règle, par exemple pour l'heure avec un S, mais je ne savais pas laquelle c'était. Et puis enfin, ce qui est indispensable, c'est la lecture. Il faut que ces étudiants lisent énormément de vrais livres pour enrichir leur vocabulaire, s'accoutumer à des structures de phrases un tout petit peu élaborées. Mais il y a un coupable, c'est le ministère de l'Éducation nationale et surtout les hauts cadres du ministère qui restent là en dépit des multiples changements de ministres. Et ce sont eux qui bloquent absolument toute réforme intelligente. Ils s'acharnent sur les mêmes programmes incohérents. Ils obligent les professeurs des écoles à utiliser les mêmes méthodes dont on sait pertinemment qu'elles ne fonctionnent pas. Ah, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, d'autant que ça fait des années et des années que des professeurs comme moi tirent la sonnette d'alarme et il ne se passe rien, mais nous allons droit dans le mur, la situation est catastrophique et elle ne cesse de se détériorer. La question qu'on peut se poser dans le cadre d'études scientifiques et techniques est la suivante. La maîtrise de la langue véhiculaire est-elle importante dans le cadre d'études scientifiques et techniques qui utilisent le symbolisme mathématique, les diagrammes, les tableaux et les formules ? J'ai moi-même enseigné l'informatique au niveau universitaire pendant 20 ans et je me considère bien placé pour aborder ce sujet. Nous avons effectivement besoin de bons scientifiques qui pensent de manière claire et cohérente. Peut-on faire un bon scientifique d'un étudiant qui a des problèmes d'expression ? Il faut garder en tête que la langue n'est pas de meilleure qualité que la pensée, et que la pensée n'a de meilleure qualité que la langue. À l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, où j'ai travaillé, mes étudiants devaient effectuer obligatoirement 2 stages industriels de 6 mois chacun, à l'issue desquels ils devaient écrire un rapport et faire une soutenance de stage. En tant que suiveur, je devais, comme mes collègues, lire et évaluer chaque semestre un certain nombre de rapports que le service des stages mettait à ma disposition avant les soutenances. Beaucoup de ces rapports me posaient de très sérieux problèmes de compréhension. En effet, j'avais souvent du mal à évaluer le travail effectué. Non pas parce que le sujet ne m'était pas familier, mais à cause de l'imprécision de la syntaxe et du vocabulaire utilisés par mes étudiants. Le problème se compliquait encore par l'utilisation constante de désignations anglaises qui, dans l'ensemble, étaient mal comprises par les stagiaires. En dépit du fait que j'ai passé 20 ans en Amérique du Nord, l'anglais de mes étudiants français me laissait éminemment perplexe. Les exemples qui suivent sont tirés de rapports, de stages, et l'échantillonnage est probablement plus que suffisant pour me permettre d'extrapoler mes observations à l'ensemble de la population estudiantine du département de génie informatique où je travaillais. Je ne suis pas professeur de français, et mon travail n'était pas de me préoccuper de la qualité du français de mes étudiants, à condition de pouvoir les comprendre, bien sûr.
Or, j'avais les plus grandes difficultés à déchiffrer certains des rapports que j'étais censé évaluer et surtout à être sûr de la signification de leur contenu. Voici à titre d'exemple une phrase tirée d'un rapport qui m'était à l'époque passé entre les mains. Mes auditeurs n'ont ici nul besoin de connaître le jargon des informaticiens. Le problème, en effet, n'était pas la compréhension du vocabulaire technique, mais d'élucider la structure des phrases dans lesquelles il était éventuellement utilisé. Premier exemple, l'interface du service provider définie par le standard PCSC inclut les services dont le support est recommandé. Si je comprends bien, un service provider est un fournisseur de services qui, dans ce dernier cas, inclut d'autres sous-services, tels qu'une norme étiquetée PCSC les définit. Toutefois, j'apprends aussi que ces sous-services sont recommandés, mais s'il s'agissait vraiment d'une norme, ils devraient alors être automatiquement inclus. De plus, le rapport présente le service provider comme une interface. L'interface du service provider est-elle une autre interface, à un niveau plus fin, faisant partie du service provider, ou l'étudiant parle-t-il du service provider en tant qu'interface? Une autre interprétation pourrait mener à considérer la palette des services offerts par le service provider, mais dans ce dernier cas, le verbe « comprend » ne serait-il pas plus judicieux que « inclut », qui de toute évidence n'est qu'une mauvaise traduction de l'anglais « include ». Autre exemple. Le service provider est également composé d'une interface permettant d'établir les connexions avec les lecteurs. Comme le service provider communique avec la carte par l'intermédiaire du ICC Resource Manager, les fonctions de cette interface utilisent les fonctions de gestion des connexions fournies par le ICC Resource Manager. Ici, le service provider, notez le féminin du participe, est déjà une interface. Mais il semble qu'il y en ait une autre qui permet d'établir des connexions entre des lecteurs. S'agit-il de lecteurs positionnés de chaque côté ou de plusieurs lecteurs positionnés d'un seul côté de l'interface avec autre chose? L'interface, c'est-à-dire le service provider, communique avec une carte par l'intermédiaire d'une autre interface, apparemment, qui, elle, se nomme le ICC Resource Manager. Mais la dernière partie de la phrase semble indiquer que c'est le service provider qui effectue finalement cette communication en empruntant les fonctions de connexion du ICC Resource Manager. Mais attention, il s'agit de fonctions de gestion de connexion et non de fonctions de connexion. Qui donc fournit les connexions? Notez aussi en passant le mot resource, que l'on verra aussi dans certains des exemples suivants. Mot français dont le champ sémantique ne se recouvre pas totalement avec celui de resource, mot anglais. Doit-on interpréter dans le sens anglais ou dans le sens français? Passons à autre chose. Le IFP Handler est une sorte de pilote qui contrôle le fonctionnement du lecteur. Un handler est souvent synonyme de driver chez les informaticiens anglo-américains. Donc le IFD Handler est probablement un pilote, ce qui nous est confirmé, mais un pilote pilote. Or, on nous dit ici qu'il contrôle. Est-ce que cela veut dire qu'il prescrit et dirige le fonctionnement du lecteur, ou est-ce qu'il vérifie seulement que son fonctionnement est correct? Il est impossible de le deviner, puisque le mot « contrôle » est dans le contexte utilisé à la fois dans son sens anglais et français. Autre exemple. L'étude des composants était destinée à vérifier la faisabilité de la mise en œuvre du standard PCSC. Ici, les composants ont-ils été étudiés pour vérifier une faisabilité ou pour la déterminer? En d'autres termes, l'exercice consistait-il pour l'étudiant à vérifier les conclusions faites par quelqu'un d'autre ou bien à déterminer si la norme PCSC pouvait être mise en œuvre ou plus simplement appliquée? Mais continuons.
L'utilisation du standard PCSC repose sur l'utilisation d'un composant fourni avec le système d'exploitation, dont l'implémentation est très faible. L'utilisation d'une norme ne dépend pas de l'utilisation d'un composant. On croit plutôt comprendre que la présence d'un certain composant est indispensable pour la mise en œuvre de la norme PCSC, qui doit d'ailleurs être décrite dans la norme elle-même. Ce composant est fourni avec le système d'exploitation, mais on ne peut deviner s'il s'agit d'un élément physique ou logique, dont l'implémentation est faible. S'agit-il d'une fonction du système d'exploitation qui est rarement présente, ou bien s'agit-il d'un modèle de système d'exploitation qui n'est mis en œuvre que rarement? Mais passons. Autre exemple. La technologie à mettre en œuvre dépend avant tout du système d'exploitation utilisé, et donc du ICC, Resource Manager correspondant, qui impose les caractéristiques du IFD Handler et dirige la manière d'implémenter le Service Provider. L'étudiant se préoccupe ici de la technologie, terme qui, si je comprends bien, se réfère à un ensemble de techniques. Étymologiquement parlant, le mot technologie signifie étude des techniques, alors que la phrase a pour but d'indiquer que les caractéristiques techniques du service provider dépendent de la nature du système d'exploitation utilisé. On notera le pluriel de diriger, où est le sujet. De plus, que veut dire diriger une manière d'implémenter? Peut-on diriger une manière? Ensuite, je ne suis pas sûr que le mot anglais « implement » soit bien utilisé. En anglo-américain, on désigne par « implementation » la réalisation physique d'une construction logique en utilisant un jeu d'outils et de contraintes qui changent d'un cas à l'autre. Il s'agit donc d'un type de réalisation physique, mais l'étudiant parle de manière d'implémenter. S'agit-il d'une nouvelle technique de réalisation? Il est impossible de le savoir avec certitude. Mais passons. Je pourrais continuer ainsi longtemps au risque de devenir ennuyeux. Bien entendu, la densité de telles phrases varie considérablement avec le sujet traité. Je ne dis pas que tous les rapports de stage et de projet fournissaient des exemples de ce type, mais que ces derniers étaient beaucoup trop fréquents. Souvent grammaticalement incorrecte et sémantiquement dénuée de sens, l'interprétation de telles phrases dans une seule et même acception était impossible. Il va sans dire que la présence d'une seule de ces phrases ambiguës dans une page en retardait très sérieusement la compréhension. En tant que suiveur, j'étais littéralement obligé de faire des acrobaties mentales pour essayer de comprendre ce genre de prose sans être sûr d'y parvenir. Ceux de mes auditeurs qui voudraient se plonger dans d'autres exemples pourront les puiser dans le premier chapitre du 2e tome de mon livre intitulé « La nouvelle guerre contre l'intelligence ». Au jour d'aujourd'hui, je ne fais plus d'informatique, mais l'évolution que je pressentais à l'époque semble se vérifier et la situation est bien pire aujourd'hui d'après les témoignages que j'ai pu recueillir. Je viens d'apprendre que l'université de Stanford vient de mentionner l'université de technologie où j'ai travaillé pour la qualité de ses enseignants-chercheurs, et je suis un peu dubitatif quant à la fiabilité de cette appréciation. J'ai décrit les difficultés de compréhension que j'avais rencontrées dans les rapports de stage. Lorsque j'ai fait moi-même mes études d'ingénieur, il eût été impensable que de tels rapports soient acceptés tels quels, et que le stage soit ainsi validé. L'étudiant aurait été sommé d'effectuer des corrections ou de réécrire complètement son rapport de stage. Mais il y a déjà une vingtaine d'années, une telle exigence m'aurait mis l'administration à dos. Retarder un étudiant juste passable pour obtenir son diplôme aurait été très mal vu, surtout pour un problème de rédaction. À l'époque, je fis donc comme mes collègues. On se débarrasse de l'étudiant en lui validant son stage et il obtient donc son diplôme dans la foulée. La conséquence de ce laxisme généralisé ne se perçoit que beaucoup plus tard, car les lacunes de tels étudiants se convertissent plus tard en travail défectueux et en faute de jugement et de raisonnement.
À l'échelle d'une société, lorsque ce type de problème se généralise, ce n'est que 20 ans plus tard que l'on s'aperçoit que des pays tels que la Chine ou la Russie nous dépassent clairement en talent, en finesse d'exécution, en prouesse technique, en rendement industriel, en invention et en découverte. Je n'ai pas le temps d'aborder la suite des conséquences de l'altération du langage telle que décrite par Ivan Karpelziev dans son livre intitulé « La guerre des mots ». Nous verrons cela le mois prochain. Si vous avez aimé cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Abonnez-vous à la chaîne. Pensez à faire un don à Impératif Français qui vous sensibilise sur la nécessaire reconquête de l'espace francophone par les francophones. Quelles qu'en soient les raisons et les causes, et au contraire de son évolution naturelle, la dégradation de la langue préfigure l'abaissement de la société qui la parle. Mais cet abaissement ou cet effacement ne deviendront évidents que beaucoup plus tard. Bonne fin de journée à tous.